permettez d'abord de remercier mon ami, professeur Ali Raspin, pour organiser ce colloque. Un sujet qui est très délicat ici, un sujet actuel, c'est la question palestinienne et le plan des siècles de M. Trump. Je crois qu'avant d'aborder le sujet, on aborde des relations américano-palestiniennes. Et comme vous le savez, et sans nul doute, les négociations de l'OLP avec les administrations américaines ont commencé bientôt dans les années 70, à travers des contacts informels, des contacts indirects, des négociations à travers les pays arabes, à travers des pays amis. Et ces négociations ont connu du haut et du bas et se sont déroulées en plusieurs étapes, passant par les négociations de Beyrouth jusqu'en 1982, la grande négociation de départ de l'OLP de Beyrouth. Et plus tard en Tunisie, de 1985, pendant les accords jordano-palestiniens et des négociations directes avec les États-Unis en 1989 à Tunis. Les années 90 ont été marquées par les accords d'Oslo, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, qui était signé l'accord d'Oslo le 13 septembre 1993 à Washington. Et depuis, il y a des négociations directes avec les États-Unis de 1993 jusqu'à 2016 avec l'administration Obama et de 2017 jusqu'à aujourd'hui, bien plutôt jusqu'à 2019 mars, qu'ils ont gelé ces négociations avec la politique catastrophique de M. Trump. Un changement radical et tragique a eu lieu en 2017 avec l'arrivée de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche. Son administration a adopté une série de décisions contre notre peuple et a commencé par le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et la fermeture de son consulat général, une mission américaine auprès de la Terre Sainte depuis 1844. Cette consulat était fermée grâce à M. Trump et annexé à l'ambassade israélienne auprès d'Israël, à l'ambassade des États-Unis auprès d'Israël. Trump a décidé en effet de considérer Jérusalem comme capitale unifiée de l'État d'Israël, de fermer le bureau de l'OLP à Washington, retirer sa reconnaissance du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et de retirer son reconnaissance de représentant légitime du peuple palestinien et par la fermeture du bureau de l'OLP à Washington. Ça veut dire nier l'existence du peuple palestinien. Ça veut dire que ce peuple n'existe plus. Et l'administration américaine, présidée par M. Trump, signe et persiste, elle déclare légitime les colonies du peuplement israélien placées sous la souveraineté israélienne. Autrement dit, elle accepte et légitime l'annexation du territoire palestinien occupé par Israël en flagrante violation des principes fondamentaux du droit international et de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en particulier. L'administration américaine de M. Trump a effacé d'entrée de plume la question du réfugié en redéfinissant qui est le réfugié palestinien en fonction de ses propres intérêts, mettant en doutant leur nombre. Comme M. Kushner dit, les réfugiés palestiniens ne dépassent pas de 180 000.
ils ne passent pas 200 morts. Ils sont morts. Et ceux qui sont l'héritant, ils n'héritent pas le droit de réfugiés. Ça veut dire nier l'existence d'un 9 millions de Palestiniens réfugiés dans la région, dans le pays limitrophe, ou bien en Palestine elle-même, ou bien dans les pays à travers le monde. L'administration américaine a effacé d'entrée et considérant qu'il n'y avait plus de réfugiés, et a décidé aujourd'hui et nous peuvent hériter ce statut. Et parallèlement, cette administration exerce d'énormes pressions et des chantages sur les pays qui accueillent ces réfugiés pour qu'ils s'y installent de façon permanente et définitivement et devenir citoyens. L'administration américaine ne s'y est pas arrêtée là, mais a appelé les Nations Unies à supprimer l'UNRWA, l'Office qui s'occupe de réfugiés palestiniens, qui a été créé par les Nations Unies particulièrement pour la question des réfugiés palestiniens, et à réduire sa contribution, à annuler sa contribution à son budget de l'UNRWA. Dans sa guerre visant à affamer le peuple palestinien, le gouvernement de Trump a coupé toutes ses contributions financières au budget de l'autorité nationale palestinienne et toute aide au peuple palestinien, y compris l'aide de santé, de l'aide de l'éducation, etc. Ces contributions constituent un engagement, ce n'est pas un don. C'est un engagement des États-Unis avant la signature d'Oslo, un engagement juridique des États-Unis au titre des accords conclus et non une aide ou un don, car elles correspondent au coût de l'occupation. Parce que c'est à l'occupant de prendre soin de la population sous occupation. Or, les États-Unis et d'autres pays qui sont engagés à prendre en considération de payer ces frais de l'occupant auprès de pays occupés et la population occupée. Cette administration partielle a coupé également l'aide aux institutions éducatives et médicales palestiniennes visant plus particulièrement les hôpitaux de Jérusalem-Est et les bourses aux étudiants palestiniens dans l'université américaine et aux États-Unis américains et à l'étranger. Nous trouvons devant elle aucune pression internationale. L'administration américaine poursuit son plan et bénit l'annexation par Israël de la vallée du Jourdain, sous prétexte sécuritaire, et des auteurs de la Cisjordanie. Ce ne sont pas les auteurs de Golan seulement, mais les auteurs de la Cisjordanie, pour des raisons de sécurité, ce qui signifie qu'au fin, Israël contrôlera pleinement près de 80% de la Cisjordanie. 85% de la Cisjordanie, ce qui signifie la mise à mort de la solution de deux États, car il n'y en aura plus que quelques ghettos, et je dis bien quelques ghettos, isolés l'un de l'autre, en Cisjordanie et à côté des grands ghettos de Gaza. La prison la plus grande dans le monde. Enfin, en fin de compte, Israël contrôlera effectivement plus de 85% de la Cisjordanie et de Gaza. Et ça veut dire la fin de la solution de deux États, comme M. Netanyahu prétend et il est fier de mettre fin et de détruire la processus de paix après l'assassinat de M. Rabin et mettre fin à l'accord d'Oslo sans le prononcer.
Contrairement à ce qui a été convenu au niveau international, et à savoir la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël sur tous les territoires occupés le 4 juin 1967, soit 22% de la population de la Palestine historique, rappelant que le plan de partage de l'ONU, résolution 181 de 1947, donnera à l'État de Palestine environ 45% du territoire de la Palestine historique et 55% à l'État d'Israël. Et aujourd'hui, les Palestiniens ne possèdent plus que 15% de leur terre de la Cisjordanie, et pas de la Palestine historique. Et dans des îles comme le fromage suisse, un peu isolé partout. Aujourd'hui, et après toutes ces actions unilatérales, illégales, Trump affirme vouloir résoudre la question palestinienne par formule magique, la paix économique, ou bien le plan des siècles. Ceux qui veulent résoudre le problème détruisent-ils la solution de deux États, ou bien illégitiment-ils le vol et l'occupation des territoires d'autrui par la force? Si les États-Unis d'Amérique est sérieuse dans ses propres propos, où sera appliqué son plan de siècle et sa paix économique? Sur quelle terre? Sans doute sur la planète de Mars ou bien un autre. Nous ne savons pas encore le contenu de l'affaire du siècle, mais n'a pas été dévoilé officiellement, mais il est pratiqué sur terre. Ça veut dire mettre fin à tous les éléments de la constitution d'un État palestinien viable sur le territoire occupé en 1967 et détruisant tous les atouts et tout en détruisant aussi la volonté internationale et le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Ce que nous savons par contre, c'est que ceux qui veulent aider le peuple palestinien sur le plan économique ne les affament pas et ne soutiennent pas Israël dans le vol de leur argent en sisant les taxes de les autorités palestiniennes. Israël, selon l'accord d'Oslo, elle ramasse les impôts sur les produits palestiniens et elle prend en charge, elle prend en compte 3% de ses revenus. Ça veut dire qu'Israël ne fait pas gratuitement ces argents, mais elle prend ces argents maintenant comme otage et pour le violer. Et ça, c'est le viol pire et simple. Et Israël, ce n'est pas un don d'Israël, c'est de l'argent du peuple palestinien qui a volé. Malheureusement, les États-Unis, il appuie cette politique d'Israël parce qu'il a déjà l'intention de voler la terre palestinienne et d'effacer le peuple palestinien de la carte politique aussi bien géographique. Ce que nous savons aussi, par contre, c'est qu'aussi, qui veulent aider les Palestiniens sur le plan économique et les affamés, ne soutiennent pas Israël dans le vol de leur argent et les taxes de l'autorité palestinienne. Ceux qui prétendent aider le peuple palestinien aussi ne financent pas les crimes quotidiens d'Israël contre le peuple palestinien qui lutte pour sa liberté devant le regard parfois complice, malheureusement, du monde qui semble avoir oublié qu'il est fait avant tout de chair et du sang avant de devenir un monde multi-identitaire, multiculturel, multireligieux. Par conséquent, nous appelons le monde entier à ne pas suivre aveuglément la politique coloniale et raciale d'Israël et des États-Unis et de rejeter les tentatives de ces derniers en vue d'affamer notre peuple afin qu'il capitule devant leurs crimes de siècle. La stratégie israélo-américaine vise à rayer les Palestiniens de la carte politique et géographique des nations, nier son existence et mettre fin
sa juste cause et ses droits nationaux légitimes, y compris son droit à l'autodétermination, Israël et son allié, les États-Unis, imposent à notre peuple une nouvelle politique d'apartheid pour éliminer à jamais la cause palestinienne. Israël, s'ils ne veulent pas la solution de deux États, et ils ne veulent pas la solution d'un État, mais ils veulent une seule chose, c'est un État de new apartheid. C'est le nouveau apartheid qui est imposé, une route pour les Palestiniens, une route pour les Israéliens, un endroit qui est une heure pour les Palestiniens, une heure pour le Juif, etc., etc. Ça, c'est un nouveau régime d'apartheid. Moi, j'ai eu l'honneur de servir en Afrique du Sud, et j'ai eu beaucoup d'amitié chez les Blancs aussi bien que chez les Noirs. Et quand j'étais ambassadeur là-bas, on a formé plusieurs rencontres entre Palestiniens et Israéliens et Sud-Africains. Et la déclaration de Desmond Tutu, ils disent le suivant. Si on compare avec notre indignation devant l'apartheid en Afrique du Sud, l'ancien, avec la pratique de la politique du gouvernement israélien, l'apartheid c'est un pique-nique. Ça, textuellement, il est ce qu'ils disent les Sud-Africains, à la voix de M. Desmond Tutu et d'autres dirigeants, blancs et noirs. Alors, est-ce que le monde accepte un nouveau apartheid? Ce que les amis d'Israël. On peut être amis d'Israël, mais on peut critiquer la politique d'Israël. Et c'est ce qu'on dit à des amis, il faut faire distinction entre la politique du mouvement sioniste et ses pratiques, et entre la autre chose, mais l'antisionisme, ce n'est pas un antisémitisme. Parce qu'on ne peut pas être contre soi-même. Nous sommes des sémites, et nous sommes les vrais sémites. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de X ou bien d'Y, un pays qui ne vient de nous faire des leçons, qui est sémite et qui n'est pas sémite. La politique sioniste du gouvernement israélien, elle pratique l'apartheid. Est-ce qu'on accepte de nouveau le régime d'apartheid? Comme on a côtoyé le régime d'apartheid dans les glorious days de 60 et 70, et quand M. Mandela et ses camarades ils ont réussi à se libérer, on se court derrière M. Mandela pour prendre une photo avec lui et serrer la main à lui. Et chercher son amitié. Ça, c'est une hypocrisie. On ne voudrait pas répéter, se tenir un nouveau apartheid contre le peuple palestinien. J'ai voulu, mais la volonté et la fermeté de notre peuple et sa lutte pacifique continue. Notre force et notre seule arme face à l'impérialisme et à l'apartheid, nous restons convaincus qu'il existe dans ce monde, parmi votre assemblée, et des personnes libres et qui partagent nos valeurs et partagent nos valeurs humanitaires et notre volonté de persévérer la crédibilité du droit international, seul garant de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. Et merci.